Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste, vous connaissez l'Afrique des Grands Lacs, et vous avez écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet déjà. Charles Onana, et au fond aujourd'hui, c'est une guerre pour, allez, disons-le, c'est une guerre pour le minerai, pour l'or, pour les diamants, c'est ça, pour le cobalt, pour le coltan. Bien sûr, vous savez qu'il y a un expert, un ingénieur belge qui avait dit que le Congo était un scandale géologique. C'est-à-dire que on retrouve presque tous les minerais les plus importants sur le plan stratégique et sur le plan du luxe, c'est-à-dire l'or, le diamant, on retrouve tout ça au Congo. Et en abondance. En abondance. C'est les plus grosses réserves mondiales, que ce soit pour le cobalt ou le coltan, c'est en République démocratique du Congo. Et je me souviens que l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Herman Cohen, disait que tout ce qui se passe, toutes ces guerres qu'on voit en République démocratique du Congo, ce n'est rien d'autre que pour des raisons économiques et pour des raisons financières. Des gens gagnent des milliards de dollars par mois en extrayant les minerais du Congo. Donc c'est évident que tout le monde a intérêt à ce qu'on garde le silence sur ce que vivent les Congolais sur leur territoire, et tout le monde a intérêt à ce qu'on ne sache rien de ce qui s'y passe, puisque vous aurez remarqué que dans l'ensemble des télévisions occidentales, il n'y a pas une image sur la guerre du Congo. On vous dit qu'il y a la guerre au Congo, mais vous ne voyez pas d'image. C'est une guerre sans image. Vous voulez dire, Charles Onana, alors c'est intéressant, il n'y a pas eu, par exemple, à votre connaissance, dans les télévisions occidentales, qu'elles soient européennes, françaises ou autres, une émission complète, par exemple, sur la guerre du Congo, sur le génocide du Congo? Non, on fait la guerre, on fait des émissions sur le Congo de temps en temps, mais pour parler de groupes armés. C'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien qui fait quoi, etc. Alors qu'en fait, les rapports des Nations Unies, depuis 2001, sur le pillage des richesses, sont très bien documentés, identifient clairement... Depuis plus de 20 ans. Oui, depuis plus de 20 ans. Les rapports des Nations Unies... Le premier rapport des Nations Unies est sorti en 2001. Et dans ce rapport, puisque j'ai travaillé à l'époque avec Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale du président Bill Clinton dans la région, qui détenait des documents très importants sur ce qui se passait en République démocratique du Congo, et elle avait fourni aux Nations Unies des documents des virements, de tout ce qui se passait à travers les multinationales et les groupes qui soutenaient le président Paul Kagame dans cette histoire-là. Eh bien, sa maison a été cambriolée à Atlanta parce qu'on croyait qu'elle avait des tas de documents compromettant certaines des personnes impliquées. Donc, si vous comprenez qu'on est dans une configuration où vous avez, depuis plus de 20 ans, vous avez non seulement des multinationales très importantes qui opèrent là-bas, mais vous avez toute la mafia internationale des minerais qui agit maintenant en République démocratique du Congo. Et qui est toujours là, plus active que jamais. Plus active que jamais, avec des soutiens politiques multiples et multiformes. Et donc, ce qui fait que personne n'a intérêt à ce que on ouvre cette boîte de Pandore qui risque de révéler des choses qui sont totalement incroyables. Vous voulez dire qu'au fond, on peut dire aujourd'hui que la majorité des grosses mafias ou des grosses entreprises internationales qui s'intéressent à ça sont là, sont actives, etc. Alors, revenons à ça, parce que, effectivement, vous parlez de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous ne le niez pas, Léon. Il y a eu quand même un sacré massacre au Rwanda. Il y a eu un génocide au Rwanda. Il y a eu un génocide, absolument. C'est évident. Absolument. Et alors, c'est quoi? C'est une partie des génocidés seraient devenus des génocideurs? Je vous pose la question brutalement. Mais votre question est d'autant plus précise que ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne veut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il s'est passé au Rwanda qu'il y avait un affrontement armé entre les rebelles Tutsis qui venaient d'Ouganda et le gouvernement Hutu qui était au pouvoir. Et les rebelles Tutsis qui venaient d'Ouganda ont renversé le gouvernement Hutu qui était au pouvoir, et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu effectivement un génocide contre les Tutsis. Les Tutsis. Et les Tutsis. Et la majorité du Rwanda étant Hutu. La majorité du Rwanda étant Hutu. Le problème, c'est que Paul Kagame, qui était en quelque sorte le chef de la milice Tutsi qui a pris le pouvoir, ils sont devenus aujourd'hui ceux qui ont envahi le Congo en 1997 en renversant le président Mobutu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'attentat du 6 avril qui a fait la mort de 2 chefs d'État africains, le président du Burundi et le président du Rwanda. Et 2 ans après, eh bien, Paul Kagame, donc, qui se revendiquait être le porte-parole en quelque sorte des Hutus qui avaient été victimes d'un génocide, à travers
Tutsis. Des Tutsis, des Tutsis qui étaient victimes du génocide. Il a traversé la frontière pour aller organiser des massacres et des bombardements des camps de réfugiés au Congo. Alors qu'en réalité, les Congolais ont toujours accueilli et les Tutsis en 1959, quand il y a eu la chute de la monarchie Tutsi et que les Tutsis ont quitté le pouvoir, les Congolais les ont accueillis. Et en 1994, lorsque les Hutus ont pris fuite, ont quitté le pouvoir également, les Congolais les ont accueillis. Donc, quel est l'intérêt pour lequel M. Kagame et ses troupes sont allés massacrer des Congolais? C'est dans le sous-sol. C'est dans le sous-sol parce que, si vous voulez, à la frontière, à l'est du Congo, la frontière donc du Congo, de la République démocratique du Congo, qui sépare le Rwanda de la RDC, c'est sur toute cette bordure-là, c'est sur toute cette frontière-là que vous avez tous les minerais, le coltan, le Kivu, c'est ça. Oui, au Kivu. Ouais, vous avez le coltan, cassitérite, diamant. Vous avez tout ce dont on a commencé à parler dès le début de l'émission. Donc, tous ces minerais, eh bien, sont aujourd'hui attirent à la fois les multinationales, Paul Kagame lui-même, parce que lui, il a considéré dès le début, et c'est pour cela que les gens ne veulent pas le dire, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit d'abord qu'il voulait instaurer la démocratie au Rwanda. Il est au pouvoir depuis 30 ans. Et il n'y a pas de démocratie au Rwanda et personne ne se plaint. Bon, il a modifié la constitution pour se représenter jusqu'en 2035. Mais ceux qui soutenaient Paul Kagame quand il est arrivé au pouvoir en 1994 ne nous disent plus qu'il est un démocrate. Et, en tout cas, ne parlent plus de démocratie au Rwanda. Bon, la deuxième chose, c'est que l'objectif, l'un des objectifs, qui était celui qui était énoncé par ceux qui soutenaient Kagame, notamment M. Ron Brown, qui était le secrétaire d'État chargé de l'économie, était allé prononcer à Dakar un discours, mais très offensif, pour dire que les anciennes puissances coloniales européennes ne peuvent plus bénéficier seules des ressources africaines, donc il va falloir maintenant que les États-Unis prennent leur place. Et prendre leur place, ça signifiait évincer la France de ce périmètre, alors qu'en fait, la France, traditionnellement, n'est pas un pays qui a colonisé. En fait, il y avait le gâteau, et il y avait beaucoup de gens, il fallait que beaucoup de gens arrivent pour prendre leur part du gâteau. Leur part du gâteau, quitte à ce que, eh bien, on coupe le gâteau en deux ou en trois, mais en tout cas, surtout qu'il n'y a pas de gâteau pour les Congolais. C'est ça, pas de gâteau pour les Congolais qui sont propriétaires de cette terre. Absolument. On va